Bonjour tout le monde, moi c'est Aïcha Dosso et bienvenue à Un Dimanche à Abidjan. Un Dimanche à Abidjan, c'est un podcast qui libère la parole sur une diversité de sujets. Ce sont des conversations avec des femmes et des hommes inspirants qui marquent leur temps. Au cours de nos épisodes, 2 fois par mois, nous discuterons société et développement, égalité et féminisme, entrepreneuriat, culture et art. Nos invités partageront leurs idées innovantes pour cette Afrique en mutation. Dans ce tout premier épisode, nous recevons Paul-Marie Assandre, qui est une artiste et une entrepreneure ivoirienne, fondatrice de Nicole, une marque de prêt-à-porter made in Africa, et de Body Acceptance, un mouvement féminin. En plus d'échanger sur son parcours, Paul partagera ses réflexions et ses aspirations pour la Côte d'Ivoire de son temps et l'Afrique de demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Paul-Marie, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Merci à vous de me donner ce privilège d'encore faire un bilan, une pause sur sa propre vie et en même temps sur nos vies à nous en tant que femmes. C'est vraiment un bonheur. Merci, c'est vraiment un bonheur. Merci Paul, merci d'être là. Le but, c'est vraiment de converser sur ton parcours professionnel et personnel. On l'a suivi avec beaucoup d'intérêt. On a vécu dans différentes villes en même temps. On a connu Paul la Montréalaise, Paul la Parisienne, Paul la Vitanaise. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et partage-nous un petit peu de ton parcours. Et c'est fou parce que à chaque fois qu'il faut faire des bilans de sa vie, comme en ce moment avec ce confinement, je repense à tous ces chapitres de ma vie qui ont été hyper importants. Tous, les uns autant que les autres, Montréal, Paris et aujourd'hui Abidjan, que je considère encore comme un chapitre. Pour moi, je ne suis pas encore au stade de dire j'y suis, j'y reste complètement. Mais en tout cas, en ce moment, j'y suis comme j'y ai été dans d'autres villes. Et cette période m'a vraiment permis de voir la chance que j'ai eue de pouvoir aller dans tous ces endroits et la personne que je suis devenue à chaque étape. La force dans les engagements, la proportion qu'elles ont pris dans ma vie, etc. etc. C'est assez particulier. Tu as parlé des 3 villes et en fait, c'est vraiment à chaque fois, pour moi, j'arrive pas à oublier tous ces chapitres. Je suis peut-être attachée au passé, beaucoup. Il reste tout le temps à l'intérieur de moi et il y a un devoir de mémoire même par rapport à ces chapitres, par rapport à la chance que j'ai eue de les vivre et de les traverser. Donc, en ce moment, je suis très reconnaissante. Mais plus dans la reconnaissance et dans l'observation que dans l'action, ce qui m'est très rarement arrivé dans ma vie. Et je trouve très plaisant aujourd'hui d'être un peu plus en pause. Je trouve ça très plaisant d'être en pause. Vraiment. Pour quelqu'un qui bougeait à 1000 à l'heure, je suis très heureuse de me calmer un peu. Donc, c'est bien arrivé finalement, un mal pour un bien, ce confinement. Exactement, et je pense qu'on le prend tous un peu comme une leçon de vie en ce moment, de pouvoir se repositionner, se re-questionner dans un monde qui continue à 1000 à l'heure et où on a très peu de temps de se poser les vraies questions. Toi, tu en es où aujourd'hui? Tu parlais de ce voyage dans le temps et du fait que tu es encore accroché à ces différentes identités. Et finalement, j'ai envie de dire, on a des identités multiples. On n'est pas 50% ci, 50% ça. On est peut-être aussi 100% ivoirienne quand on est en Côte d'Ivoire et 100% française quand on est en France. Comment tu te définis? En général, je fuis. En général, je fuyais. Parce que quand je suis rentrée à Abidjan, je ne me suis pas sentie à ma place. Je ne me suis pas reconnue chez moi selon ce que j'aurais imaginé. J'ai vécu pas mal de rejets, c'est étonnant de le dire, mais comme si on trouvait que ma façon de faire, ma façon de voir était soit pas utile, soit
comme on dit, des histoires de blanc, donc pas des histoires pour ici. Ça a été très dur, donc il y a toujours eu des moments où je repartais ailleurs, où j'avais l'impression du coup qu'au moins en termes d'intérêt, il y avait une forme de réciprocité ou de compréhension. Mais mon cœur est tellement en même temps ici que c'était vraiment très très difficile. Ce moment, comme je dis, d'observation sur tous les chapitres de ma vie, et me dire qu'aujourd'hui je suis à Abidjan et que d'ailleurs je ne peux pas fuir parce que j'avais prévu de fuir encore en avril pour repartir à Paris, que j'aime beaucoup en avril d'ailleurs, et je ne pouvais pas fuir parce que là on est bloqué, donc j'ai bien compris qu'il faut que je reste. Et j'ai décidé en fait que cette différence-là, qui est certainement l'histoire de plein d'autres femmes, il allait falloir que je l'assume. Parce que finalement, même en étant ce que je suis, en faisant tout ce que je fais, il y avait une forme encore de réserve où j'avais l'impression que je le faisais et que j'étais à contre-courant et que c'était ma place d'être à contre-courant. Et cette pause me permet de refuser cette perception du contre-courant, mais de me dire que cette différence avait une place dans cet endroit qui est le mien, qui m'appartient aussi. Et donc, je le vis différemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je cherche la paix dans ce que j'ai choisi de faire et pas d'être en guerre, en fait, pour qu'on accepte ma différence. Aujourd'hui, je préfère la vivre avec un peu plus de sagesse et de paix, et en me disant que c'est ma place, en fait, et que je n'aurai plus à fuir. Voilà, que même quand il n'y aura plus de confinement et que les vols seront ouverts, je peux décider à un moment donné que je vais rester ici et continuer d'être ce que je suis ailleurs, ici également. Absolument. En fait, c'est finalement ce que tu dis, c'est que c'est quand même un parcours très, très difficile, celui d'Embûche, d'être une femme en Côte d'Ivoire, libre, une femme libre de choisir sa différence et d'assumer sa différence. Et ça me permet de faire le lien avec ton slogan de Nicole, ta marque Prêt-à-Porter. Ton slogan dit comme ça, free to be different, donc libre d'être différente en français. Ça m'a fait réfléchir un peu à ce que ça signifie finalement, le droit à la différence dans une société comme la nôtre en Côte d'Ivoire, où le poids des traditions et des cultures est encore très présent, où le conformisme ou plutôt l'appartenance au groupe est très valorisé. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce slogan pour toi, et comment tu le matérialises tous les jours dans ta vie à Abidjan? C'est fou parce qu'au début, ça m'a pris 35 ans pour savoir finalement que j'incarnais ce slogan. Quand je l'écrivais, j'avais l'impression de m'adresser aux gens différents et je ne pensais pas autant l'être. Je pensais que j'étais la fille la plus normale, entre guillemets, et banale qui puisse exister. Mais dans la différence, il y avait une forme d'empathie pour les gens pour qui il n'y avait pas forcément eu la même chance que moi et la même place. C'est en tout cas la place que je pensais qui m'était offerte gratuitement moi, tout simplement parce que j'avais une naissance qui était plutôt pas trop difficile. Et donc, c'était une empathie. Et finalement, aujourd'hui, à mon âge, je me rends compte qu'il m'était complètement destiné aussi. Parce que même dans cette normalité, entre guillemets, ou dans cette facilité qu'on peut penser, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles vis-à-vis de finalement ce que je suis profondément. Et cette différence, finalement, c'est la liberté d'accepter, en tout cas aujourd'hui, que pendant que tout se bouscule autour de moi, je suis à l'aise à l'endroit où je suis, avec ce que j'ai et ce que je n'ai pas encore. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond. C'est-à-dire être une créatrice de mode sans avoir fait une école de mode et être une créatrice de mode sans attraper une aiguille pour coudre. Prendre des gens qui ne sont pas des mannequins parce que c'est eux qui me font vibrer et que les mannequins, je n'ai pas honte de le dire, c'est cool, mais c'est pas eux que je veux habiller, c'est le monde que je veux habiller, c'est des gens comme moi. Et plein de choses en fait, et que même si autour on dit que je fais pas ce qu'il faut, je suis à l'aise avec le fait de faire ce que je ressens véritablement. Donc aujourd'hui, il s'applique vraiment même à ma propre histoire. Mais avant, j'avais l'impression que non, et que c'était quelque chose que j'offrais aux autres, mais en fait, j'étais en train de me l'offrir à moi-même. Donc c'est beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis. Dis-moi, à quel moment est-ce que tu as pris conscience de ta liberté, ou en tout cas de ta capacité à être libre et la volonté de l'exercer pour une fin quelconque? J'ai l'impression que toujours, mais la différence aujourd'hui, c'est de l'assumer. Parce qu'avant, finalement, j'en avais conscience, donc je faisais ce que je ressentais, mais avec toujours une sensation d'être envers et contre tous. Donc finalement, si c'était dans une forme quand même de violence ou de révolte, une forme de révolution, pour moi, il n'y a pas forcément de liberté. Et la liberté aujourd'hui, c'est de ne pas le voir comme une révolution. Et ça m'a pris 35 ans.
pas dire 35 ans, mais c'est aujourd'hui même que ma liberté, je ne l'aperçois plus comme quelque chose voilà, je ne me perçois pas en révolte ou en train de quémander finalement que les gens comprennent ma liberté ou l'acceptent. Aujourd'hui, je l'accepte tellement que c'est une liberté avec beaucoup de paix. Et même si j'ai l'impression dans le regard des autres d'être étonnante, je suis d'accord avec ça. Alors qu'avant, j'étais étonnante, je ne pouvais qu'être étonnante parce que c'est ce que je suis, donc j'avais pris complètement les rênes de ce rôle que je porte, qui est le mien, mais il y avait quand même toujours un manque, une envie que les autres comprennent que j'avais le droit d'être étonnante. Aujourd'hui, la liberté que j'ai fait que je n'ai pas besoin que les gens comprennent que j'ai le droit de l'être. Et donc, pour moi, c'est un nouveau cycle. Dans cette liberté-là, pour moi, la vraie, elle va commencer maintenant. Vraiment. Tu danses, tu chantes, tu crées des vêtements. Laquelle de ces formes d'art pour toi est plus libératrice ou permet le plus de libérer ton créatif? J'arrive pas à... Celle avec laquelle je suis la plus libérée aujourd'hui, en tout cas, c'est la danse. Parce que c'est la seule avec laquelle je n'ai jamais eu de peur de jugement, vraiment. C'est la seule avec laquelle je ne vois absolument pas à quel moment il va devoir avoir un crédit, il va y avoir quelqu'un qui va dire c'est bien. Mais dans les autres formes d'art, malheureusement ou heureusement, on est quand même, il y a quand même des normes. Hein. Quand on chante, bon, à un moment donné, si ça sort croche, comme on dit, ou si ça sonne mal, ben ça s'entend. Donc, avec la musique, je n'ai pas la même, voilà, la même, c'est pas, ça peut être une thérapie quand c'est entre quatre murs. Mais quand, par exemple, il faut monter sur scène, ça l'est moins parce qu'on a toujours peur de ne pas bien faire. Donc, je dirais peut-être la danse. Parce qu'avec la danse, vraiment, j'ai aucune limite, aucune. Donc, c'est là que je me sens le plus libre d'être moi. Mais c'est paradoxal finalement, parce que du coup, la danse, on utilise beaucoup son corps et en tant que femme, hein, le corps est énormément jugé, scruté. Il y a quand même une vision très tranchée sur ce qu'est une belle femme. Comment est-ce que tu jongles avec ça? Oui, mais comme je dis souvent, moi, c'est la danse qui m'a sauvée de ça. C'est la danse qui me sauve de ça parce que finalement, c'est un mouvement. Je vois la danse comme un mouvement qui me permet justement pas de dire des gros mots ou d'être en colère par rapport au jugement, mais de m'en détacher complètement. Et c'est comme un pied de nez, c'est comme je ne dirais pas les mots, c'est vraiment une arme. La danse, pour moi, c'est vraiment une arme parce que j'ai conscience de cette pression, elle existe. Je peux pas dire que j'en ai pas conscience et que tout est beau dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai, elle existe. Mais à partir du moment où justement je rentre dans ce personnage et dans ce rôle, c'est une arme, c'est une armure que j'ai portée pour justement me défaire complètement de cette pression-là. C'est la seule chose que j'ai trouvée en tout cas jusque-là pour moi-même me défaire de l'image que je peux avoir de moi-même ou de l'attente que j'ai de moi-même par rapport à mon corps. C'est la danse qui m'a permis de faire ça. Parlons un peu de Body Acceptance, parce que tu l'as lancé, je pense, il y a quelques années. Et ça a été un mouvement, je pense que je peux le qualifier de mouvement, un mouvement féminin très fort, d'estime de soi, d'image corporelle aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Comment est-ce qu'est née cette idée de Body Acceptance? Oui. Alors, Body Acceptance, c'est venu comme je dis toujours, de moi-même, de ce que je n'avais pas, des réponses que je n'avais pas. C'est venu de questionnements. La première, c'était, en vérité, c'était je veux rencontrer d'autres femmes parce que, vu que j'ai du mal avec certaines choses, j'ai la certitude qu'en allant à leur rencontre, je vais avoir des réponses. Donc, ça veut vraiment d'une envie, d'une quête de guérir et pas à travers une relation amoureuse qui peut être peut-être quelque chose de systématique. Quand on est une jeune femme, on a l'impression que ce qui va nous manquer, c'est un homme, etc. Et j'avais envie de rencontrer d'autres femmes pour mieux comprendre ma place, pour mieux me cerner moi-même. Donc, ça vient vraiment de là. Après, je me dis, bon, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il va bien falloir que je leur donne quelque chose. Je ne vais pas tout leur prendre. Alors, je dis, moi, ce que je peux leur donner aujourd'hui, c'est cette chance que j'ai d'avoir un rapport avec l'art qui est assez intéressant. Et
Et en général, je ne me suis jamais considérée comme artiste. Donc, je n'ai pas nécessairement envie de fréquenter un milieu d'artistes ou des gens qui ont déjà la chance de savoir ce que c'est. Donc, je préfère aller à la rencontre de femmes, entre guillemets, normales, qui ne montent pas sur scène, qui ont un quotidien un peu plus classique, pour leur donner cette part d'art et qu'elles, elles puissent me donner aussi, d'un autre côté, des choses d'elles que moi, je n'ai pas. Donc, c'était vraiment une envie, désolée, de rencontrer des mondes différents, et de faire une seule personne à la fin, de comprendre certaines choses. Surtout qu'on dit que les femmes, c'était vraiment ça, ne sont pas solidaires. Quand on vit des choses un peu délicates entre femmes à un moment donné, on a envie d'être sûr que ce que le monde dit sur nous est vrai. Et j'avais envie de demander directement aux femmes si c'était vrai, parce que j'essayais de comprendre certaines choses qui nous arrivaient, etc. Donc, c'était vraiment une envie de comprendre. Une envie de comprendre, une envie de moi-même peut-être d'aller à la quête d'une estime de moi plus forte et que je trouvais qu'elle pouvait passer seulement que par une expérience avec les autres. J'avais pas besoin nécessairement de trouver juste des choses en moi pour moi. Ça faisait pas le sens. C'était pas le sens. C'est pas ce que je ressentais, dont j'avais besoin pour me construire et construire mon estime de moi-même. C'est une thérapie de groupe en quelque sorte, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent, discutent peut-être de problématiques spécifiques qu'elles vivent dans leur vie et de leur statut de femme et des difficultés qui viennent avec dans la société ivoirienne, c'est ça? C'est exactement ça. Et comme le mot est bien tombé, c'est tombé sur le mot le plus attrayant, body. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien tombé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que le marketing était de mon côté parce que finalement, c'est ce qui attire le plus les femmes parce qu'au début, elles viennent, elles disent « je veux accepter mon corps ». Finalement, on finit par se poser des questions sur « je veux changer de carrière » qui n'a rien à voir avec le ventre qui est divisé par deux là. Mais à la base, on vient parce qu'on pense que c'est ça le problème, c'est le corps. On a l'impression que c'est ça qui fait qu'on n'est pas hyper bien. Et finalement, on se rend compte que non, c'est le prolongement de quelque chose qui est à l'intérieur, en fait, et qu'une fois qu'on a trouvé sa place et qu'on fait des choses qui nous font vibrer, avec lesquelles on est OK, tout le reste y suit, en fait. Et on va commencer à se métamorphoser soi-même si on en a vraiment besoin à un moment donné, si on a décidé que c'était pour nous, pas pour les autres, ni pour le regard des autres. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un moment, c'est une thérapie qui ne dit pas son nom. C'est un moment aussi où je me suis dit, enfin, les garçons, les hommes, ils ont plein de trucs à faire ensemble, mais nous, on a juste à aller au salon de coiffure ou papoter. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une activité ensemble ou quand le gars il est au foot avec ses amis, nous, on a des choses à faire véritablement constructives aussi avec d'autres femmes. J'avais vraiment envie qu'on les oublie un petit peu et qu'on pense à nous, mais nous pour de vrai, pas eux, nous. Bien sûr. Non, mais puis je pense que j'ai participé à une de tes séances et ce que j'avais trouvé fou, c'est qu'il y avait une énergie libératrice qui dégageait de ces séances-là parce qu'au final, tout est interconnecté. C'est-à-dire que l'estime de soi, de son corps, la manière dont on accepte le corps en dehors des normes, en dehors des stéréotypes, influence aussi les capacités et les ouvertures qui vont venir par après au niveau professionnel, personnel et de couple. Totalement. Totalement, c'est un prérequis pour tout, quoi. C'est le passeport vraiment d'une vie, selon moi, qui va être paisible, qui va être agréable, au moins au départ, et puis après productive, surtout, qui est très important pour moi, productive, alignée avec ce qu'on doit être dans la vie, quoi. Sinon, après, on peut avoir une vie même qui paraît hyper exemplaire, mais si on n'a pas pu travailler sur cette petite base d'estime de soi, la plus simple qui puisse, c'est de juste s'accepter et être heureux de tout ce qu'on est, même quand on aura tout ce que tout le monde espère, et ben nous, on ne le ressentira pas et on ne le vivra pas Absolument. comme si... Absolument, absolument. Et je pense que c'est tellement plus difficile pour une femme de penser à soi et de prendre ces moments-là pour effectivement aller mieux et revenir peut-être en meilleure forme, donner son meilleur au niveau de sa famille, etc. On est souvent
selfless, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on pense à soi en dernier recours, on pense à ses enfants, on est femme, on est mère, on est sœur, on est fille d'eux. Alors c'est très difficile de jongler ces différentes identités et je pense que Body Acceptance emmène ça. J'ai vraiment eu ce sentiment-là, c'est vraiment un espace, un safe space, un espace de sécurité pour les femmes, pour être simplement. Dans la complexité, avec toutes les difficultés que ça a, et de partager des expériences et de partager avec d'autres femmes peut-être des petits outils qui ont pu débloquer certaines situations. Et je pense que c'est excellent et c'est extrêmement bienvenu dans notre société, quoi. Donc, félicitations pour cette initiative, vraiment. Merci, c'est l'univers. Franchement, c'est l'univers parce que c'est vraiment partie de quelque chose qui était... Et c'est là où j'appelle, pour moi, l'entrepreneuriat, ça nous tombe dessus. On ne s'assoit pas et on se dit « Oh, tiens, je m'ennuie, je veux faire un truc ». C'est quelque chose qui devient une urgence, une nécessité, parce que les gens ne se rendent pas compte que ça peut être un sacerdoce, ça peut être quelque chose d'éprouvant, qui va interrompre une certaine vie paisible, entre guillemets, ou en tout cas plus simple. Et donc, on ne peut pas choisir quelque chose qu'on ne peut pas porter ou qu'on ne ressent pas. Parce que sinon, à un moment donné, on va s'essouffler. Parce que même quand on le ressent, on s'essouffle. Même quand c'est vital, à un moment donné, ça perd de sens. On se pose tellement de questions que pour moi, on vient juste répondre à quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est ça l'entrepreneuriat. Et évidemment, on espère pour les autres parce que c'est servir les autres. Mais c'est vrai que la base, c'est quelque chose qui est vraiment importante pour nous, vraiment. Absolument. Alors, avant d'aller vers l'entrepreneuriat et de parler de Nicole et du prêt-à-porter et autres, je parlais un petit peu de la démocratisation de l'art. Donc, tu disais que Body Acceptance et je pense que beaucoup de tes initiatives, tu arrives à les porter au-delà des lieux traditionnels, un peu bourgeois, un peu élitistes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ta force, c'est que tu arrives à aller toucher des personnes qui ne seraient peut-être pas appelées par cette forme d'expression-là, et de les emmener vers une forme d'expression qui peut être libératrice, émancipatrice, etc. Donc, ce qui est problématique encore, je pense, au niveau du continent et au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que l'art est encore considéré comme quelque chose d'élitiste. Ce n'est absolument pas une priorité. C'est un secteur qui est émergent, qui commence à faire ses preuves en termes de potentiel d'emploi et de potentiel créatif et de potentiel au niveau d'insertion de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique sur la scène internationale. Mais comment toi tu le vois, quelles sont tes stratégies qui t'ont permis à démocratiser cette forme d'expression-là et ce secteur comme étant un secteur vital de la Côte d'Ivoire et du continent? Eh bien oui, tout ce que tu dis, c'est totalement vrai, c'est totalement correct. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas une priorité, mais le pire, c'est que ça peut l'être quand ça répond à un certain style. C'est là où ça devient plus dur pour nous. Quand ça répond à un certain style, quand c'est très populaire, parce qu'on se dit que forcément, si c'est populaire, c'est compris, etc., etc. Donc, c'est encore plus dur. Ça aurait été bien si c'était une égalité de discrimination, finalement, ou de manque d'intérêt pour tout type d'art ou pour tout type de message ou pour tout type de façon d'exprimer cet art-là. Mais non, ça n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est encore plus dur. Il y a un double combat. Comment est-ce qu'un art qui est peut-être différent, en tout cas jugé différent, ou incompris de manière populaire, comment est-ce qu'il peut avoir une place? De façon terre à terre, la vérité, c'est que finalement, on est obligé de créer un monde parallèle dans le monde dans lequel on est et que ça va prendre beaucoup de temps pour que ce soit quelque chose de commercialement très, très, très rentable. Ça va prendre un peu de temps. Il va falloir faire ses preuves. C'est-à-dire qu'il va falloir soi-même croire que c'est possible, mais vraiment. Parce que finalement, des fois, on ne croit pas complètement. On s'essaie encore. On croit, on rêve, on continue de rêver, mais on n'est pas certain nous-mêmes que c'est quelque chose qu'on est capable d'instaurer dans la conscience populaire et que ce soit vraiment quelque chose de populaire et de grand au même titre que certaines d'autres choses ou certains d'autres types d'art qui passent finalement ici et qu'on comprend. Mais on a vu que ces dernières années, je trouve, sur la scène abidjanaise, qui a énormément évolué. Je sais que
les 3-4 dernières années, on a vu une explosion de jeunes artistes, on a vu de nouvelles galeries ouvrir, on a vu divers styles artistiques qui ont quand même trouvé ou se sont frayés un petit chemin au niveau de la scène abidjanaise. Après, Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire, on en a bien conscience, mais il y a quand même une évolution. Comment tu le vois de ton côté? Il y a une évolution, sauf que, justement, dans ta question, c'était intéressant. Si tu veux, ça reste ceux qui sont capables de porter ces projets-là sont des gens qui sont capables de porter autre chose dans la vie. De manière terre à terre, ça devient quelque chose qu'on fait en plus parce qu'on a la chance et le privilège de pouvoir avoir une vie correcte d'une autre façon. C'est pas l'histoire du cycle du soleil où tu pars de zéro et ça n'existe presque pas ici. Dans le terme artistique. C'est-à-dire cette vérité qui dit qu'un enfant du pays sera capable de construire une vie artistique de zéro, ça c'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est des choses que les gens qui peuvent, qui ont la passion de l'art, mais qui peuvent aussi construire une vie basique à côté, peuvent produire. Donc c'est une utopie finalement. Mais c'est pas mauvais parce qu'au moins elle existe. C'est une porte pour que les gens puissent s'exprimer. Mais le grand rêve américain comme Jimon Unsoon qui est parti de rien et qui aujourd'hui vit mais agréablement de son art et plus qu'agréablement, ici c'est encore… ça reste encore très très limité. Est-ce que tu penses que le virtuel, parce qu'effectivement avec la situation dans laquelle on est, et on en parlait un peu tout à l'heure, cette situation de semi-confinement à Abidjan et ailleurs dans le monde, fait basculer pas mal d'activités sur le virtuel et commence à souligner la nécessité d'aller aussi vers ce média-là. Est-ce que tu penses qu'effectivement le virtuel permettrait de démocratiser l'art, permettrait à plus d'Abidjanais, d'Abidjanaises, d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes de se lancer avec la possibilité d'atteindre un certain niveau? En tout cas, je pense que ça va permettre aux personnes d'assumer enfin qu'ils ont une envie de le faire. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'en général, le système est plus lourd, que c'est plus compliqué, qu'il faut rentrer dans tel ou tel endroit pour pouvoir s'exprimer, et que finalement, comme aujourd'hui, on ne peut plus y aller tout simplement, il va falloir trouver une autre solution. Et donc, ça peut permettre à des personnes de se libérer, de dire et que ce soit plus simple et plus léger, qu'on ait l'impression qu'on le fait même juste pour le fun et que finalement, on peut être surpris de voir que finalement, ma façon de m'exprimer a touché quelqu'un, etc., etc. Donc, c'est un bon test. Moi, je le vois comme un bon test, une belle possibilité de se libérer. Mais par la suite, ça reste quand même un système où, économiquement, il y a certaines choses qui vont rentrer en ligne de compte et donc, ça reste toujours des rouages bien précis d'un milieu, d'un business virtuel qui a ses codes, etc. Donc, ce n'est pas forcément une évidence. Mais par contre, c'est intéressant sur le fait de se libérer et d'exister déjà en tant que personne, en tant qu'artiste, etc. Donc, c'est un beau tremplin. Peut-être que ça va permettre de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de talent et beaucoup de créativité et qu'il serait temps d'en faire une priorité, peut-être. Une prise de conscience. Moi, je vois plus ça comme quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que la balle est dans notre camp et qu'il va falloir peut-être trouver nous-mêmes, sans attendre que ça vienne de trop loin, une façon ensemble finalement de collaborer pour que chacun puisse exister et bien exister. Parce que bon, le but à un moment donné, quand on est créatif, c'est que le talent soit productif et rentable pour tout le monde et que tout le monde soit heureux dans le meilleur des mondes. Donc, oui, je pense que c'est un bon tremplin. Comment tu vois le secteur artistique en Côte d'Ivoire après le Covid-19? Moi, déjà, personnellement, je pense que monter sur scène n'aura plus la même saveur. Ça aura encore plus d'intensité. Déjà que j'avais des vertiges quand j'y allais. Maintenant, là, je ne sais même pas. Peut-être que je vais monter au ciel directement. Parce que ça m'a tellement manqué que finalement, c'est vrai que quand quelque chose t'est ôté, c'est là que tu te rends compte de ce que ça représentait pour toi. Et tu t'en rends peut-être pas compte quand c'est acquis, quand tu sais que demain, tu peux aller faire quelque chose facilement. Tu es heureux de le faire, mais ce n'est pas la même urgence. Donc, je pense que tous les artistes vont réaliser la chance qu'ils ont de pouvoir s'exprimer et je pense qu'ils vont vouloir mieux faire.
il y aura une envie de faire mieux parce que l'artiste, la scène ivoirienne, des fois, c'est un peu la même chose. À un moment donné, on est OK avec les acquis qu'on a, on ne se renouvelle pas, on est très facilement OK avec le fait que les gens trouvent ça cool parce qu'ils ne sont pas hyper exigeants. Et du coup, je pense qu'il y aura un vrai renouvellement de capacité, d'intensité et j'espère d'authenticité. C'est vraiment ce que je pense. Il y aura un rebondissement, un chamboulement. Je pense que les codes vont être un peu inversés. Il y a beaucoup de vulgarité en général dans l'artistique, dans la scène urbaine, etc. Je pense que ça va changer. Je pense que les gens ont eu le temps de voir qu'il y avait des choses beaucoup plus sacrées et importantes et que les artistes devraient être porteurs de choses beaucoup plus décisives pour la nation, pour les peuples en général. Donc je pense qu'elle va revivre de manière plus authentique. Et je pense que les gens auront beaucoup plus d'intérêt également, puisqu'ils en ont été privés pendant un moment, de se dire waouh, je revis, j'y vais. Ah oui, absolument. Ça va raviver les passions et vraiment le sens de la vocation artistique, quoi. J'ai envie qu'on parle un petit peu de Nicole avant qu'on termine ce podcast. Nicole est née il y a, je pense, un moment maintenant, 2007, il me semble. Nicole, tu l'as portée sur la scène internationale, donc au Canada, effectivement, en France, c'est vraiment c'est vraiment ta vitrine vers l'extérieur, la vitrine de l'Afrique vers l'extérieur. C'est du Made in Africa et je pense que tu fais partie des précurseurs qui ont utilisé ce label Made in Africa. Donc, j'aimerais parler un petit peu de ce que ça signifie et les défis, je pense, le lot de difficultés qui doit venir avec ce label-là. La fabrication, la production sur le continent doit venir aussi avec une certaine… des limites au niveau des capacités peut-être techniques, au niveau de la chaîne logistique, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec Nicole ? C'est une longue histoire, mais c'est une belle histoire. Je rappelle souvent 2007 parce que c'est tellement un parcours parsemé d'embûches et d'échecs personnels par des choix et plein d'autres choses. C'est important pour moi de le rappeler, pas pour dire que j'y ai été depuis longtemps, mais pour dire que ça prend souvent énormément de temps et que les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend pour aboutir à quelque chose. Et quand on est spirituel, des fois, tu te dis même que Dieu t'a donné un cadeau, mais qu'il t'avait pas dit que c'était pour maintenant, mais que toi, tu n'en as fait qu'à ta tête. et c'est souvent ce que je ressens, mais sans douleur. Ça fait partie du chemin et tant mieux si aujourd'hui, c'est un peu plus simple qu'on comprenne ce que ça représente et ce que ça représentait pour moi en ce temps-là qu'on ne comprenait pas forcément. Ça fait partie de mon histoire et ça va faire partie aussi de la résonance que cette histoire va prendre dans ma vie. Nicole avait beaucoup plus de sens pour moi jusqu'à aujourd'hui à l'extérieur. Ce que je voulais vraiment, c'était, comme tu as dit, une vitrine de l'Afrique à l'extérieur. C'était pour moi tout le sens qu'elle avait. Et donc, en revenant ici, à un moment donné, ça devient timide parce que il faut déprogrammer l'essence même du projet, qui était cette Afrique vers l'extérieur, pour l'Afrique, pour nous, par nous, ici. Donc, ça prend un petit temps d'adaptation pour sentir la même vocation encore. Est-ce qu'on se sent toujours porter le même projet? Ça, c'est tout ce qui est en termes d'identité. Donc, ça prend beaucoup de temps d'être OK avec tout ce qui est dans notre tête et la façon dont on projette la chose de manière concrète. Donc, c'est ça qui fait que ça prend autant de temps et c'est normal. C'est une façon de dire aussi aux gens qui ont des projets que c'est normal que les choses prennent autant de temps parce qu'en fonction des cycles de notre vie, les choses peuvent évoluer et changer et ça n'est pas forcément à être considéré comme un échec, mais au contraire, une façon de préciser vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est le premier volet sur le côté vision et tout ça. Sur le côté technique, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ce qu'on veut à la base, c'est vraiment tout faire pour que le textile représente à un moment donné un secteur aussi crédible et aussi intéressant que le café cacao ou que d'autres choses. Parce qu'on se dit, il y a énormément de main-d'œuvre jeune, il y a une jeunesse qui est capable de faire des choses hyper intéressantes. L'idéal, c'est qu'à un moment donné, on ait une chaîne indépendante qui fait que l'Europe aussi vient produire ici et que nous-mêmes, entre nous, on puisse tous produire ici pour qu'on puisse s'habiller par nous-mêmes
et qu'on n'ait plus forcément besoin d'attendre d'aller en Europe pour s'acheter des fringues, etc. Ce qui est absolument ridicule parce qu'avec le climat qu'on a, il y a des matières qui sont à privilégier en Afrique, que là-bas on ne privilégie pas. Donc au final, il y a vraiment toute une question de style à regarder de près. Absolument. Mais on se rend compte. Je tiens à préciser que je porte une chemise Nicole. Donc, je suis habillée aujourd'hui. Oh, Nicole. Oui, donc du coup, c'est la grande vision, mais sur le terrain, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Moi, je n'ai pas fait d'études de couture, donc je ne couds pas. Donc, je décide mes tissus, je décide mes modèles, et donc je dépends d'une main-d'œuvre. Mais au départ, la vision n'est pas d'avoir des tailleurs qui vont m'appartenir, à qui je donne un salaire, qui pour moi sera un salaire sous-évalué comparé à ce qu'ils représentent. Donc, on veut aller sur une collaboration gagnant-gagnant où je te paie par pièce, où en fonction du travail que tu fournis, tu as ton rendement, c'est toi qui as fixé ton montant. Et donc, il y a une évolution aussi de ton statut parce que tu deviens finalement entrepreneur. Tu n'es pas juste un tailleur, tu es un entrepreneur puisque tu deviens comme un grossiste pour moi, etc. Tu me fournis le travail, etc. Mais cette vision, pour les gens, n'est pas comprise. Parce que le textile en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est considéré comme quelque chose qu'on a fait par dépit la plupart du temps. Donc, on ne comprend pas même un désir quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire « mais je veux que tu évolues réellement ». On se dit « oui, tu dis ça 2 jours, mais finalement, j'y crois pas vraiment. Donc, je vais continuer aussi à prendre les fringues de la voisine. Et donc, je vais aussi, au moment où je dois te rendre 10 robes, ne pas t'en rendre 10 parce que j'ai pris d'autres commandes. Je ne sais pas trop m'organiser. » Donc, en termes de... Il y a pas on n'a pas réussi à se regarder droit dans les yeux pour se dire en fait, et un créateur qui a une marque, et le tailleur, le couturier dont il est dépendant, il y a vraiment une envie qu'on puisse progresser ensemble. Ça, ce discours, même quand tu l'as, ces personnes ne se sentent pas OK avec, ils ne se sentent pas vraiment sécures. Donc de ton côté, il va y avoir une telle irrégularité au niveau du rendement et du travail que tu vas à un moment donné, toi, être lésé dans ta bonne intention de ne pas produire en Chine ou en Turquie parce que ça ne fait pas partie de tes valeurs. À un moment donné, tu vas être à la traîne comparé à ceux qui produisent en Asie et qui reçoivent tranquillement leurs pièces parce que là-bas, les gens ont bien compris que time is money. Ici, c'est lourd. C'est très, très lourd encore. Il va falloir une décision commune. Il va falloir que ce ne soit pas que l'histoire des créatifs. C'est-à-dire que pour que la mode, ça fonctionne en Afrique et que ça devienne crédible et à un moment donné économiquement vraiment crédible, il ne faut pas que ce soit laissé entre les mains seulement de ceux qui créent. Les créatifs sont faits pour créer, mais il devrait avoir tout un groupe, une chaîne de personnes avec une vision commune qui vont investir dans le textile, même émotionnellement, hein, ou alors en compétences. Il faut des économistes, il faut plein de personnes qui croient vraiment en ce domaine et qui décident que c'est l'avenir également de l'Afrique au même titre que le pétrole. Et donc, qu'il y a d'autres choses à faire, et même en termes de main-d'œuvre, etc. Il y a énormément de possibilités à ce niveau-là. Mais je pense que la grande lacune qu'on a aujourd'hui, c'est de considérer qu'il n'y a que les créatifs qui sont concernés par ce domaine parce que ça n'est pas les plus concernés. Les créatifs, ils continueront de créer. Ce n'est pas ça le problème. Ça ne va jamais s'épuiser. Mais la mode ne dépend pas seulement de la créativité. Ça dépend de beaucoup plus que ça. On a plein d'exemples comme Zara. On a plein d'exemples comme un bon nombre d'autres histoires comme ça. Et tant qu'on va laisser ça avec monsieur, il est hyper talentueux, elle est hyper talentueuse, c'est bien mignon, mais ça ne fera avancer aucunement le continent, quoi. Oui, donc, et c'est un manque à gagner pour nous parce qu'on a la matière première localement, on a aussi une partie de la capacité. Et donc, ce qui manquerait, en fait, c'est de la structuration de la chaîne de valeur. On le voit bien au Maroc, hein, c'est vraiment ça part de la volonté politique qui crée cet écosystème-là qui donc sous-tend et porte le travail des créatifs. Et je pense qu'en ce moment, ce que cette période difficile nous apprend, c'est la nécessité de consommer localement. Et oui. C'est vrai qu'on a cette capacité-là, mais aujourd'hui où les frontières sont fermées, où on a du mal à importer nos produits, c'est absolument nécessaire que les Ivoiriens, les Ivoiriennes puissent consommer localement et qu'il y ait cet écosystème-là déjà en place, qui va venir relayer dans des moments de crise les problématiques d'importation. Donc c'est extrêmement nécessaire. Et je pense que moi, quand je suis
quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, revenue à la maison, ça a été un des premiers points de décision très, très consciente. Ça a été consommer le plus possible la production locale, c'est-à-dire ça part des produits agricoles, de ce que je mange et que je consomme quotidiennement à ce que je porte. Il y a du potentiel, il y a la matière première, mais il y a très peu de transformations qui se font ici. Et donc, injecter un petit peu d'argent en investissement et une structuration au niveau de l'écosystème, ça permettrait, je crois, au pays de croître. Et puis même dans les consciences aussi, qu'à un moment donné, ce ne soit pas genre juste qu'on n'ait pas l'impression que c'est de l'encouragement ou juste que ça fait bien, mais qu'on croit fondamentalement que c'est valable. Parce que c'est important à un moment donné justement que ces créatifs soient accompagnés pour pouvoir être formés et faire du bon travail, ce qui va faire que les gens ne verront pas la différence entre consommer autre chose finalement parce qu'ils trouvent que ce produit est valable. Parce que c'est là aussi, à un moment donné, on ne va pas forcer les gens à consommer localement si on trouve que le meuble il va se casser dans 2 minutes ou que c'est pas valable et parce qu'on préfère aller à un endroit où on a la certitude que le produit il va fonctionner. C'est ça aussi, donc c'est à 2 niveaux. Il y a vraiment à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience où on se dit c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mener collectivement pour que nous, consommateurs, on soit satisfaits de pouvoir justement mettre notre argent dans le travail de quelqu'un d'un local tout simplement qui a une vision aussi grande que quelqu'un qui est d'ailleurs, quoi. Mais il faut que le travail suive et ça prend une valorisation de l'estime aussi de ce que ça représente parce que des fois il n'y a pas d'estime. Je pense qu'on fait mal quand on est sous-estimé aussi, qu'on se dit de toute façon je vois pas l'intérêt de faire mieux parce que de toute façon c'est pas très valorisé, c'est pas valable aux yeux des gens et puis voilà. On a des modèles en fait de réussite sur le continent qu'il faut absolument valoriser. On a aussi des pays qui ont réussi quand même à mettre en place un écosystème qui est en train de montrer ses fruits, qui est en train de montrer ce potentiel de tabler et de faire le pari de la jeunesse localement. Je pense, l'Afrique du Sud en est un, par exemple. Le Nigeria commence aussi énormément à émerger sur ces questions-là. Le Maroc est très en avance au niveau tous les pays du Maghreb, d'ailleurs, sont assez en avance. La Tunisie également sont en avance. C'était vraiment une volonté étatique, hein. Surtout pour l'histoire de la Tunisie. Je ne connaissais pas bien l'histoire du Maroc, mais j'imagine que c'est pareil, comme Marly l'a dit. En Tunisie, c'est vraiment une volonté qui est hyper forte. C'est même plus une question de ce que chaque Tunisien pense. C'est la chose à faire. Il faut absolument qu'on produise tout localement, c'est notre force. Et voilà, et c'est sur ça que la Tunisie s'est bâtie. Moi, quand j'ai commencé la marque, c'est en Tunisie, justement. Et c'est peut-être ça qui me donne l'utopique du possible, vu que je suis dans un endroit où c'est tellement possible que j'ai l'impression que c'est la norme, en fait, et que c'est évident. Et donc, quand tu commences là-bas et que c'est ça que tu connais et que ça fonctionne très bien, quand tu reviens ici, tu es juste choqué. Tu te dis, mais on veut juste pas avancer ensemble. C'est quoi le problème, en fait? Je pense quand même qu'au fondement, si tu veux, de nos nations, il y a eu cette utopie-là. Elle s'est perdue en cours de chemin. Donc, comment est-ce qu'on reconstitue, si tu veux, cette utopie qui est absolument nécessaire? Parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que lorsque tu es un créatif, si tu es un tailleur, tu es un créatif. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas juste un moyen de subsistance, mais ça va au-delà de cela. Tu crées quelque chose de tes mains. Donc, c'est comment est-ce qu'on pourrait éventuellement en venir à ça, faire comprendre, valoriser leur travail, valoriser leur savoir. Et cette valorisation part d'eux-mêmes d'abord, avant même que ça vienne de l'extérieur, mais ça part d'eux-mêmes. Donc, comment, toi, dans ton interaction, parce que tu es beaucoup plus ancré dans cet écosystème-là, donc comment est-ce que tu vois ça s'en venir? Il va falloir que quelqu'un décide et que tout le monde décide ensemble un vrai lavage parce que là même c'est à l'inverse de tout ce qui a été créé, de pouvoir complètement avoir un ego démesuré en ce qui concerne ce que représente l'Afrique et l'Africain pour lui-même. Il va falloir lui répéter sans cesse à quel point il est important. Mais c'est avec l'éducation, ça c'est certain. Si on essaie de travailler un peu plus au-delà dans le programme scolaire sur les matières genre 16x8 et tout ça, que c'est clair qu'on a compris et je pense que
tous les enfants sont très intéressés à savoir combien font 7 fois 8. Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est vraiment d'avoir des choses en plus à leur raconter sur qui ils sont et ce qu'ils sont prédestinés à apporter en toute conscience à ce qu'ils auront choisi de faire dans la vie. Je pense que c'est vraiment un lavage de cerveau qu'il faut pour qu'à un moment donné, il y ait une conscience collective d'amour, d'un trop plein d'amour. Même si c'est de l'ego, je préfère même que ça en arrive à là pour après redescendre un peu. Mais ce serait bien qu'on commence à se dire qu'en fait, on est waouh, quoi. On peut tout et que tout ce qu'on fait est hyper valable. Et qu'en fait, je pense que les gens ont peur que les faibles commencements soient la norme jusqu'à la fin. En fait, ils se disent que je fais ça, je ne gagne pas ma vie, je ne m'en sors pas parce que je suis sous-payée quand je le fais. Voilà, donc ils font une différence entre celui qui est allé à l'étranger ou celui qui est allé à l'école, entre guillemets, qui va avoir un certain boulot, et moi qui fais ça, mais qui finalement ne sera jamais riche. Ils ont la certitude qu'ils ne vont jamais gagner leur vie de toute façon. Donc, il faudrait peut-être leur expliquer et prouver aussi, pas juste leur expliquer, prouver vraiment avec un cas au moins au départ, que quand on décide par exemple de faire ce métier, voilà comment on doit être encadré pour pouvoir à un moment donné réellement en vivre et bien en vivre. Mais il faut au moins une preuve. À un moment donné, il va falloir trouver une ou deux personnes qui sont prêtes à tenter vraiment l'expérience pour raconter cette histoire-là pour qu'après les gens puissent y croire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à Nicole pour les prochaines années? Ce que le confinement m'a fait apprendre, puisque je ne peux plus aller à Paris comme d'habitude. Et mon rêve, c'était d'avoir une boutique sur les Champs-Élysées. Donc voilà, ça c'est dit, mais c'est un peu compliqué. Donc, essayer de pouvoir de ne pas me stopper à ce rêve-là, qui était celui de la fille de 18 ans, parce que c'était vraiment celui de la fille de 18 ans, et aujourd'hui à 35 ans, dans ce contexte de confinement, dans ce contexte réel qu'est la vie, parce qu'il y a le rêve et puis il y a la vie concrète de tous les jours, pouvoir assumer la vision telle qu'elle est aujourd'hui, avec ce qui est possible aujourd'hui, et aller au bout de quelque chose de concret. Et comme je disais, c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous, être créatif aujourd'hui, ça n'est plus assez concret pour moi, parce que ça ne raconte qu'une histoire, que parmi tant d'autres qui existent, il y a plein de créatifs, mais l'histoire du créatif qui arrive à quelque chose de concret dans un écosystème valorisant pour tout le monde et qui peut raconter une histoire qui ouvre vraiment des possibilités infinies pour les autres créatifs, là, ça fait du sens. Donc aujourd'hui, la créativité n'est pas la chose qui est le plus important pour moi aujourd'hui, parce que je le considère comme un acquis. C'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est inépuisable. Mais si c'est inépuisable, mais que tous les contours ne sont pas maîtrisés, voilà, ça ne sert à rien finalement. Être créatif aujourd'hui tout seul dans sa bulle, ça ne sert à rien. Il va falloir à un moment donné aller rencontrer d'autres personnes avec qui échanger, qui ont les mêmes besoins, les mêmes envies, et créer quelque chose de plus de plus concret. C'est la concrétisation finalement de cette créativité qui est aujourd'hui le plus important pour moi, pour la marque. Raconter une histoire concrète qui peut pousser les gens à se dire, mais justement, si ça, je sais le faire et que c'est concret, mais je sais déjà que je rentre dans ce secteur ou dans ce domaine avec une confiance. Je ne viens pas tout fébrile en mode je sais créer, mais j'ai l'impression que ça n'ira nulle part. Donc, c'est vraiment l'histoire de concrétiser quelque chose. Ben justement, je pense que je vais essayer de rebondir dessus parce que tu as parlé du temps et le temps est revenu plusieurs fois dans notre discussion. Alors, je vais introduire mon propos en commençant par citer une femme colorée, inspirante, unique, une femme de son temps et je dirais une femme de tous les temps d'ailleurs. Je nomme la majestueuse Maya Angelou. Je vois beaucoup de similarités entre elle et toi, Paul, donc tu pourras nous partager si jamais c'est une source d'inspiration pour toi. Mais cette grande dame, en fait, elle dit, et je la cite, « I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. » Donc, je traduis, j'ai appris que les gens oublieront ce que tu as fait, ils oublieront ce que tu as dit, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Fin de citation. Donc, cela m'emmène à te demander, Paul, est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre? Je me souviens juste que je suis tombée amoureuse comme de toi et de ta sœur. Mais justement, donc, c'est ce que tu m'as fait ressentir, ça, je m'en souviens. C'est parfait, parce que du coup, permettez-moi alors de donner venir avec une petite anecdote ici.
Parce qu'en fait, comme je disais, Aïcha, moi, ce que j'aime des anecdotes, c'est que c'est peut-être des minuscules tranches de vie, mais elles en disent long sur la personne, sur son parcours et sur la cohérence de ce parcours, justement. Alors, flashback à Montréal, il y a 10 ans. Donc, c'est vrai que ça fait une décennie, mais donc j'accompagne Aïcha au théâtre Rialto, justement, où elle défilera pour toi ce soir-là. Et dans cette froideur hivernale, nous poussons la porte et nous sommes accueillis par un soleil. Et ce soleil, c'est toi, Paul-Marie. Alors, Aïcha donc, fait les introductions et donc tu lui reproches justement de ne pas avoir apporté sa mignonne petite sœur plus tôt. Alors, ni une ni deux, hein, donc on décide que je défilerai ce soir-là également. Donc, essayage, maquillage, défilé, qui fut un succès d'ailleurs. Je ne me rappelle pas exactement, sérieusement, de la séquence exacte des événements. Je me rappelle justement de ce que tu m'as fait ressentir. Belle, intelligente, douée. Toi qui étais d'ailleurs une femme belle, intelligente, douée toi-même. Donc, je me rappelle de l'atmosphère chaleureuse que tu crées par ta simple présence. Et je comprends l'importance, en fait, à cet instant, ça prend plus de résonance. Je la connaissais avec ma famille, mais dans un milieu autre, de la bienveillance, de la sororité entre femmes pour la réalisation de notre potentiel à toutes. Donc, je rentre à la maison, je te rajoute sur Facebook, je t'écris et je te remercie de m'avoir donné la chance de vivre cette expérience. Et je te félicite pour ton travail professionnel, justement. Et tu me réponds. Je te cite, alors, ouverture des guillemets. Merci ma puce, ça fait plaisir que tu vives cette expérience. Tu es une jeune fille très belle avec un charisme incroyable. N'oublie pas que la confiance en soi est la clé principale de notre succès personnel. Merci pour les encouragements. Bisous. Fin de citation, en date du 29 décembre 2010 à Montréal. J'utilise en fait cette anecdote-là pour te demander, justement, moi je t'ai écrit sur les réseaux sociaux et aujourd'hui les réseaux sociaux et nos téléphones sont devenus une extension de nous-mêmes. En permanence, nous sommes aussi bombardés par des images de femmes au physique improbable. Donc, toi qui es une influenceuse finalement dans tout ce monde-là, dans tout ce monde qui a changé en 10 ans, quelles sont les responsabilités des influenceuses, selon toi? Comment est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux pour déconstruire justement les carcans de beauté qui ont été irréalistes, irréalisables, qui sont véhiculés sur ces plateformes-là, Facebook, Instagram et autres, pour les femmes? Comment participes-tu donc justement à promouvoir les beautés plurielles des femmes au-delà justement des Instagram body goals, comme on dit? Et toi, donc en tant que femme, influenceuse, en tant qu'égérie de Vlisco pour le mois de la femme, donc tout ça. C'était quelque chose parce que tu m'as fait voyager et en ce moment, j'adore, je disais ça tout à l'heure au départ, j'adore repartir dans tous ces souvenirs pour voir à quel point on est chanceuse en fait, on est tellement chanceuse, même là d'avoir cette discussion toutes les trois après avoir vécu tout ce qu'on a vécu chacune respectivement, je trouve qu'on est hyper chanceuse et là tu me fais vivre encore avec ta sœur là aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel qui rappelle en fait finalement l'essence, même quand on commence à douter, l'essence de ce qu'on fait au quotidien et pourquoi on le fait. Ce que tu dis, je trouve que ça a été difficile. Au début je le prenais à la vue des influenceuses de Côte d'Ivoire, entre guillemets, parce que je ne me considère pas comme une influenceuse, mais vu qu'à partir du moment où on s'expose sur la toile et qu'on fait des choses, les gens ont le droit après de nous percevoir différemment et tant que c'est positif, encore mieux. Quand c'est négatif, c'est pas important, mais si c'est positif et que le terme influencer est positif, je l'accepte. Et c'est vrai que avant, je disais juste, je fais mes ateliers, les femmes viennent, et puis l'action se mène vraiment entre quatre murs ensemble. C'est la puissance de ce qu'on vit sur le moment. J'en parlais à Aïcha tout à l'heure, c'est ça le plus important pour moi. Mais aujourd'hui, avec le confinement, on a bien vu que ce regroupement pudique, intimiste, dont personne ne saura jamais ce qui s'est passé pendant ce moment, est quelque chose qui est encore loin, de manière très lointaine envisageable. Donc, il va bien falloir exister à travers les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tant bien que mal, en tout cas, d'exister, de faire exister qui on est. Et c'est vrai que la plupart des messages que je reçois et qui sont assez positifs, c'est d'ouvrir une brèche.
Je ne pense pas influencer les gens de manière à ce qu'ils veulent me ressembler. Encore heureux pour eux, je ne leur souhaite pas ça. Mais ce que ça permet de faire, c'est d'ouvrir une brèche. Je reçois beaucoup de messages de femmes qui disent, eh ben, vu que tu as osé être comme ça, elle voit peut-être une différence ou quelque chose de moins conventionnel et tout ça, ton authenticité me donne envie, moi aussi, enfin, de pouvoir ôter mon masque et juste d'être moi. Et donc, l'influence, elle est positive. Après, ma pudeur ne me permet pas de partager ce genre de choses parce que pour moi, il y a quelque chose de sacré dans la pudeur. Je trouve que tout n'est pas à dire. On n'utilise pas tout pour se définir, pour s'apporter de la valeur dans la vie. Donc, je préfère garder ce que je partage avec les gens comme intime. Voilà. Et donc, c'est vrai, c'est des échanges comme ça, c'est des échanges authentiques parce que l'influence, entre guillemets, si elle existe, c'est une influence d'authenticité. Ce n'est pas une influence de réussite, ça n'est pas une influence de bravoure ou quoi que ce soit, mais c'est une influence d'authenticité et c'est ce genre de message que je reçois et que j'essaie justement de pouvoir entretenir avec les personnes des échanges en disant, ben voilà qui je suis véritablement, vous avez bien vu, et ben moi c'est ce que je suis et je ne peux pas faire autre chose. Et donc je vous conseille aussi, si vous sentez l'envie, qu'il y a eu un déclic, que vous dites que vous avez envie d'être authentique, soyez-le. Quand on a des programmes Body Acceptance, on arrive vraiment à ces moments-là aussi entre nous à pouvoir s'aider à valoriser les différentes beautés des unes des autres en fait. C'est vraiment la plupart des spectacles, c'est pas avec des femmes artistes. En fait, le vrai but, c'est qu'elles puissent se sortir à la vue de toutes en étant ce qu'elles ont décidé d'être réellement et se sentir valorisées pour tout ce qu'elles sont à ce moment précis, enceintes, qui vient de faire une césarienne, qui a pris 10 kilos, qui en a perdu 10, etc. Qu'elle puisse à ce moment de sa vie se dire eh ben, je suis ce que je suis et j'aime ce que je suis. Salut tout le monde. Et voilà. Donc oui, c'est vraiment tout un univers qui est fait pour ça, pour moi-même tout le temps. Pour moi-même pouvoir tout le temps faire un point sur mon authenticité et voir si je suis toujours autant à l'aise et non persécutée par tout ce qu'il y a autour en termes de perfection et tout ça. C'est important pour moi de toujours m'assurer que ça va dans mon équilibre, est-ce que tout va bien. Et le plus je le fais, eh ben le plus ça fait questionner d'autres personnes également et on arrive ensemble finalement à s'unir dans cette quête d'authenticité ensemble. J'étais en train de penser quand tu parlais et je me disais, on est à l'ère du storytelling et on écrit de belles histoires sur nous-mêmes, sur Instagram. Et en fait, à travers cette anecdote-là, j'essayais de montrer également la cohérence dans ton cheminement. Parce que, effectivement, ce que tu nous montres, c'est que si tu es authentique avec toi-même et si tu marches sur ton propre chemin, bah, tu arrives finalement à ramener d'autres personnes qui marchent sur eux-mêmes leur propre chemin et qui se cherchent. Et en fait, en cherchant, chacun de sur nos chemins respectifs, on finit par créer une toile qui est magnifique, en fait, qui est belle, parce que chacun campe son personnage au mieux, tout simplement. Donc, merci d'avoir été avec nous, Paul-Marie. Alors, Paul, on ne peut pas conclure un podcast qui s'appelle Un dimanche à Abidjan sans te demander quel est ton dimanche idéal à Abidjan. Je mentirais si je dis que c'est pas aller à Bassam, mais en fait, j'y vais pratiquement jamais, donc c'est faux. Mais c'est ce que j'aimerais à chaque fois, mais je le fais pas. Donc finalement, je pense qu'un dimanche à Bassam, celui que j'aime le plus, c'est quand il y a Body Acceptance, parce que je me débrouille pour faire ce que j'aime le plus, même le dimanche. Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un problème d'aimer plus que tout, faire ce qu'on aime, quoi, et de ne jamais se dire aujourd'hui je ne fais rien, comme il paraît que c'est très bien des jours sans rien faire, mais moi, ça me rend malade et à un moment donné, il faudra assumer que j'aime faire des choses. Donc je pense que mon plus beau dimanche, c'est quand je sais qu'à 16h, je vais rencontrer 30 femmes avec qui on va faire des choses super sympas et qu'après, on montera sur le toit du Bushman pour prendre des cocktails et manger de la loco. Voilà, ça c'est mon dimanche de rêve. Je pense qu'un dimanche, un des dimanches après le confinement, on va se joindre à toi et on va être parmi ces femmes et prendre un petit sur le toit du Bushman. Merci Paul, merci beaucoup. Je pense qu'Aïcha l'a tellement bien conclu. C'était vraiment un grand plaisir. Vivement les autres conversations, j'ai hâte.